Bonjour chères parentes, bonjour chers parents, chers amis, chers followers. Aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène qui est souvent fréquent. Il s'agit des pertes de connaissances collectives. C'est quoi les crises de perte de connaissances collectives que certains appellent communément hystérie collective? Ces crises surviennent souvent dans nos établissements scolaires, le collège, le lycée et parfois dans certains établissements de formation comme les écoles de formation des infirmiers, des sages-femmes ou à l'église. Une crise de perte de connaissances collectives, c'est la survenue brutale ou soudaine d'une perte de connaissances, qu'elle soit partielle ou totale, chez un individu, le plus souvent une femme, et accompagnée dans les minutes ou dans les secondes qui suivent, des pertes de connaissances, soit successivement, soit simultanément, de plus de 2 ou 3 personnes. Et ces crises surviennent souvent à la suite de quelques signes. Souvent, les personnes se plaignent de maux de tête, des vertiges. Elles disent souvent qu'elles avaient l'impression qu'elles manquaient d'air. C'est comme si il y avait l'air qui manquait, une oppression de la poitrine et quelques instants après, elles se réveillent soit à l'hôpital, soit dans un lieu où elles n'étaient pas, c'est-à-dire qu'elles ont perdu connaissance. La crise, elle peut être souvent totale, mais elle peut être aussi partielle. Totale, c'est que la personne ne se rappelle pas tout ce qui s'est passé au moment où elle a perdu connaissance jusqu'à son réveil. Elle est partielle lorsque la personne se souvient un peu, mais c'est lointain. C'est comme si elle entendait ce qu'on disait autour d'elle, mais c'est un peu lointain. Elle ne se rappelle pas tout et on dit que la crise est partielle. Pourquoi nous parlons de ces crises aujourd'hui? Parce que ça devient de plus en plus un phénomène récurrent et handicapant avec beaucoup d'interprétations, surtout les interprétations culturelles, qui amènent à des égarements diagnostiques et thérapeutiques. La majorité des cas, depuis des années, moi j'ai connu ces crises depuis 2006, mais il a fallu attendre 2018 lorsque nous avons eu ces crises de façon répétitive dans les établissements scolaires de la région centrale. Au Togo, je parle de Sokodé, où ça a fait impliquer des autorités togolaises dans la survenue de ces crises parce qu'il y avait des interprétations multiples qui diffusaient dans tous les sens. D'autres allaient même accuser les services de santé disant que c'est les vaccinations qui sont à l'origine de ces crises alors qu'il n'y en avait pour rien. Les interprétations culturelles mettent sous le dos de ces crises les attaques des esprits, la sorcellerie. Et quand vous voyez les manifestations de ces crises, ça donne un état de transe et de possession qui donne l'impression comme si la personne était en possession d'un esprit. Et c'est ça qui amène aux interprétations culturelles disant que ce sont les attaques des esprits. Alors qu'il n'y a même pas d'attaque des esprits. Certaines interprétations pensent que les crises sont contagieuses. Non, quand on parle de contagion, c'est comme un virus ou un virus qui quitte d'une personne à une autre, alors que les crises ne sont pas contagieuses. Elles se reproduisent. Se reproduire, ce n'est pas la même chose que contagion. Si elle était contagieuse, elle allait attaquer tout le monde. Ces crises sont causées par plusieurs facteurs, dont je vais vous parler de quelques-uns des facteurs. La première des choses que vous devez savoir, on ne fait pas les crises qui veut. Ce sont les personnes prédisposées, fragilisées qui font les crises. Et vous allez comprendre pourquoi c'est en majorité les filles et non les garçons. Depuis toute ma vie, j'ai eu seulement 2 cas de crise collective impliquant 2 garçons. C'est en majorité les filles. Il s'agit d'une prédisposition, une fragilité qui existait avant. Il y a plusieurs facteurs qui prédisposent et qui fragilisent nos sœurs qui font les crises.
La première des choses, c'est que ce sont des gens très sensibles. Depuis leur enfance, vous allez remarquer que ce sont des gens très sensibles. Et elles s'énervent très vite. Quand elles s'énervent, parfois, elles refusent de manger ou parfois elles s'écroulent par terre. Deuxième chose, à part la colère et la sensibilité, ça fait deux facteurs déjà différents. La colère, la sensibilité. Troisième facteur, c'est il y a souvent des maladies mentales sous-jacentes que moi j'appelle maladies de la colère, de la joie et de la tristesse. En français soutenu, ce sont des troubles de l'humeur. Et dans nos jargons habituels, ce sont soit les troubles bipolaires, soit les troubles schizoaffectifs qui sont en sous-bassement. C'est-à-dire que les personnes sont prédisposées à faire ces troubles plus tard. Et c'est ça qui les fragilise. Les autres facteurs, ce sont les facteurs socio-culturels, économiques, les difficultés de la vie que la personne a subies, les traumatismes le plus souvent sexuels depuis l'enfance, les pertes parentales précoces, quelqu'un qui perd un parent très tôt ou dans les années précédentes. Et tous ces facteurs sociaux, culturels, économiques sont souvent des facteurs précipitants, c'est-à-dire c'est les facteurs qui poussent les gens à décompenser, à faire les crises sur une fragilité déjà préexistante. La prise en charge, normalement, elle se fait à plusieurs niveaux. Pour une première fois, on doit faire un check-up au niveau du service de médecine générale pour éliminer toute maladies du corps qui peuvent être sous-jacentes. Ça peut être un problème cardiaque, ça peut être une épilepsie. Et lorsqu'on élimine toutes ces pathologies, en deuxième intention, on doit envoyer ces personnes dans un service de psychiatrie où nous allons retracer toute l'histoire de la personne, voir les facteurs de fragilité et poser un diagnostic psychiatrique s'il existe. Et en dernière position, mettre un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique. Et c'est en cela, progressivement, vous allez voir les crises disparaître. Au CHU Cara, nous avons reçu pas mal de cas. Depuis les années 2019 jusqu'à ce jour, nous en recevons. Et quand on met le traitement avec le suivi psychothérapeutique, les crises commencent par disparaître progressivement. Il n'y a rien de spirituel. Je dis bien, il n'y a rien d'attaque des esprits. S'il y a un côté qui est spirituel, ça doit être un côté culturel, que peut-être un jour je reviendrai vous en parler. Mais aujourd'hui, je parle uniquement du côté vraiment médical des crises. Il n'y a rien d'attaque des esprits, il n'y a rien de complot des Occidentaux derrière ces attaques. Certains qui pensaient que ce sont les vaccinations que nous recevons. Ça n'a rien à voir. Ce sont des facteurs de vulnérabilité, des éléments que la personne a depuis sa naissance jusqu'à son âge qui fragilisent la personne et qui font qu'elles font les crises. Vous allez me demander pourquoi cette contamination, comme vous le dites. Quand les gens font les crises, il y a la respiration que les personnes produisent qui est bruyante, il y a des cris que les personnes émettent et c'est ça qui fait propager ces crises-là chez les personnes qui sont déjà fragilisées. Et dans la prise en charge, on ne doit pas les regrouper ensemble. Il faut les mettre séparés. Il ne faut pas trop d'attroupements autour de ces crises, de ces personnes qui font les crises. Plus vous faites des attroupements, plus ça prolonge les crises. Donc, il faut les mettre isolés, il faut les isoler. Il ne faut pas trop s'attrouper derrière ces personnes pour réduire le temps d'évolution des crises et pour réduire la propagation des crises. Voilà aujourd'hui un peu ce que je peux vous dire de ces crises, en espérant qu'un jour je ferai une émission télé consacrée à ces crises où je vous parlerai en long et en large de ces crises. Je vous remercie. Bonne suite de journée à tout le monde.